bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans le cerveau des plus grandes entreprises. Comment est-ce qu'elles prennent leurs décisions? Et surtout, comment une stratégie qui a l'air parfaite sur le papier peut mener à un échec absolument spectaculaire. Pour bien comprendre, on va prendre un cas d'école fascinant. L'échec retentissant de Walmart en Allemagne. Imaginez, entre 1997 et 2006, le titan mondial de la distribution, avec toute sa puissance, a dû plier bagages et quitter le pays. C'est ce mystère qu'on va résoudre ensemble. Et pour ça, on ne va pas se contenter de suppositions, non. On va ouvrir la fameuse boîte à outils du stratège. Chaque outil va nous permettre d'analyser une facette du problème. Et à la fin, promis, on assemblera toutes les pièces du puzzle. Allez, on commence par le tout début. Premier outil, et c'est la base de la base, avant même de penser à gagner, il faut savoir contre qui on se bat. Et attention, ce n'est pas toujours celui qu'on croit. L'idée, c'est vraiment d'identifier ses vrais rivaux, ceux qui jouent sur le même terrain avec les mêmes règles. Pour y voir plus clair, les stratèges utilisent ce concept de groupe stratégique. Ce qui est super intéressant ici, c'est qu'on ne regroupe pas les entreprises par ce qu'elles vendent, mais par comment elles le vendent. Même politique de prix, même type de magasin, même clientèle. Bref, elles sont sur le même ring. Bon, alors, comment on fait ça concrètement? Eh bien, pour visualiser ce champ de bataille, on crée une sorte de carte. D'abord, on choisit deux critères qui différencient vraiment les concurrents. Par exemple, le niveau de prix et la gamme de produits. Ensuite, on place chaque entreprise sur le graphique, on les regroupe, et à la fin, on dessine des cercles plus ou moins grands pour voir qui domine quel territoire. C'est un vrai GPS de la concurrence. Et à quoi ça sert tout ça? Bien sûr, ça aide à comprendre qui fait quoi. Mais le vrai trésor, le truc qui fait briller les yeux des stratèges, c'est de repérer les espaces vierges sur la carte. Vous savez, ces zones du marché où personne ne s'est encore aventuré. C'est là que se cachent les vraies opportunités. Une fois qu'on a la carte du territoire en main, certaines entreprises, comme Walmart, décident de partir à la conquête de nouveaux mondes. Mais s'internationaliser, c'est un peu comme naviguer en eau inconnue. Ça expose à des dangers bien spécifiques. Le modèle de Yip explique bien cette envie d'aller voir ailleurs. Parfois, c'est juste que les clients du monde entier commencent à vouloir la même chose. D'autres fois, c'est une question de coût. Il faut produire plus pour que ça coûte moins cher. Ou alors, c'est tout simplement parce que les concurrents le font. Pour Walmart, le marché américain était saturé. Il fallait bien s'étendre. C'était la suite logique. Sauf que chaque nouveau pays est un nouveau défi. Il y a le risque économique, évidemment, comme une crise financière, le risque politique, avec des lois qui changent sans arrêt, et puis il y a le plus insidieux, le plus difficile à voir, le risque culturel. Cette difficulté à comprendre et à s'adapter aux habitudes, aux valeurs locales, c'est une dimension qu'on sous-estime tout le temps. Pour mesurer ces risques, les experts ont un outil, le modèle CAGE. Il analyse la distance entre deux pays, mais attention, pas seulement en kilomètres. On parle de distance culturelle, administrative, géographique et économique. Et plus cette distance est grande, plus les risques de malentendus et donc d'échecs sont élevés. Ok, on a analysé l'extérieur, l'environnement. Maintenant, il est temps de tourner le regard vers l'intérieur de l'entreprise. Qu'est-ce qui fait sa force, sa vraie force? Quelle est son arme secrète? Prenons un exemple que tout le monde connaît, BIC. Si on demande ce qu'ils font, 99% des gens vont répondre « des stylos ». Mais est-ce que c'est vraiment ça leur force? Est-ce que c'est ça leur cœur de métier? Pas du tout! Et là, ça illustre parfaitement ce qu'est une capacité stratégique. La vraie force de BIC, c'est sa maîtrise incroyable de la production en très grande série de petits objets en plastique, simples et jetables. Une fois qu'on a compris ça, les stylos, les rasoirs, les briquets, tout devient logique. Ils n'opèrent pas dans des secteurs différents, non, ils exploitent une seule et même super compétence. Cette fameuse capacité stratégique, elle repose sur deux piliers. D'un côté, il y a les ressources, c'est simple, c'est ce que l'entreprise a. Des usines, des brevets, une arc forte. De l'autre côté, il y a les compétences. Ça, c'est ce que l'entreprise sait faire avec ce qu'elle a. C'est l'art de combiner les ingrédients pour créer une recette que personne d'autre ne peut copier. Mais attention, toutes les ressources et les compétences ne sont pas des super-pouvoirs. Pour qu'elles deviennent une véritable arme stratégique, elles doivent passer un test très sélectif, le test VRIO. Est-ce qu'elles créent de la valeur? Sont-elles rares, difficiles à imiter? Et est-ce que l'entreprise est bien organisée pour en profiter? Seule celle qui coche toutes les cases donne un avantage qui dure dans le temps. Avoir une arme secrète, c'est une chose. Savoir s'en servir tous les jours pour satisfaire le client, c'en est une autre. Et c'est là qu'intervient notre dernier outil, la chaîne de valeur. Il faut imaginer l'entreprise comme une sorte de grande chaîne de montage. Le célèbre Michael Porter a identifié tous les maillons clés. Il y a les activités principales, celles qui touchent directement aux produits, de la réception des matières premières jusqu'au service après-vente. Et puis, en soutien, il y a tout ce qui fait tourner la machine, les ressources humaines, la R&D, la compta. Analyser cette chaîne, c'est absolument crucial. Ça permet d'identifier très précisément où l'entreprise est meilleure que les autres. Est-ce qu'elle est imbattable en logistique? Est-ce que son marketing est génial?
En optimisant chaque maillon, on peut soit baisser les coûts, soit offrir un truc vraiment différent et supérieur. Et c'est ça qui crée un avantage décisif. Ça y est, on a tous nos outils en main. Il est temps de revenir à notre mystère de départ et de comprendre point par point pourquoi le mastodonte Walmart s'est effondré en Allemagne. Alors que s'est-il passé? Eh bien, ce n'est pas une seule erreur, c'est un effondrement stratégique sur toute la ligne. D'abord, Walmart a complètement mal lu la carte concurrentielle. Ils ont sous-estimé la puissance d'Aldi et Lidl, qui étaient déjà les rois du discount. Ensuite, ils ont ignoré la distance culturelle. Leur service client à l'américaine, leur gestion du personnel, ça a choqué. Leur capacité stratégique, le low cost, n'avait rien de rare là-bas. Et pour finir, leur chaîne de valeur, si efficace aux États-Unis, n'a jamais réussi à s'adapter au contexte allemand. C'était une panne généralisée. La leçon clé, la voilà. La stratégie, ce n'est pas juste être bon dans un domaine. C'est l'art d'aligner parfaitement ses forces internes avec les réalités du monde extérieur. C'est un système cohérent, où chaque pièce doit s'emboîter à la perfection. L'échec de Walmart, c'est l'histoire d'un système qui s'est totalement grippé. Et maintenant, c'est à nous de jouer les stratèges. Pensez à une marque qu'on admire tous. Au-delà de son produit, quelle est sa véritable arme secrète? Cette compétence unique que personne ne peut copier. Cherchez bien. La réponse est rarement la plus évidente. Merci d'avoir exploré ces concepts avec nous.